lancer une boule de neige à vos amis, mettre une carotte sur votre bonhomme de neige, patiner et bien d'autres choses encore. Voilà l'esprit de l'hiver. Et quelques petites informations sur la neige. Vous serez surpris d'apprendre que la neige peut être de différentes couleurs. Commençons par la neige jaune. S'il commence à neiger alors que les arbres à fleurs sont déjà en pleine floraison, alors il y a du pollen dans l'air. En plus de vous donner des allergies, il se dépose sur les surfaces enneigées. Dans ce cas, la neige se mélange au pollen, ce qui lui donne cette drôle de teinte jaunâtre. Les nuages de neige peuvent également transporter des particules de sable. Une neige jaunâtre a été observée en Corée du Sud en mars 2006. La neige transportait du sable provenant des déserts du nord de la Chine. Le pollen est souvent inoffensif, mais la neige jaunâtre causée par le sable n'est pas si innocente. Elle est liée à la pollution atmosphérique. Lorsque le satellite Aura de la NASA a détecté ce phénomène, les autorités météorologiques ont mis en garde le public contre les risques potentiels de cette neige dorée. Parfois, la couleur de la neige est plus proche du brun que du jaune. Certains arbres, comme les chênes, ont une écorce riche en tanins. Il s'agit de composés organiques qui protègent l'arbre contre les bactéries et les champignons nuisibles. Ces tanins peuvent tomber sur le sol à proximité de l'arbre. Pour cela, il faut d'abord qu'il pleuve, puis que la pluie se transforme en neige. L'humidité fait couler les tanins. Vous est-il déjà arrivé de vous allonger dans la neige et d'ouvrir la bouche pour y laisser entrer de minuscules flocons? Mais dans quelle mesure peut-on manger ces flocons en toute sécurité? Dans la plupart des cas, il ne faut pas le faire. Mais voici un conseil pour les mangeurs de neige. Le moyen le plus sûr de consommer de la neige est de choisir une couche propre et bien blanche. Prélevez-la sur le dessus, qui est frais et bien floconneux. Mais mieux vaut éviter, on ne sait jamais ce que de la neige trouvée dans la rue peut contenir. Ensuite, nous avons la neige bleutée. Quand il y a des nuages, les ombres sont plus sombres. La neige absorbe tout le spectre des couleurs. Enfin, presque tout le spectre. Elle ne peut pas absorber complètement le bleu. La neige bleutée se forme en raison des conditions météorologiques. Les flocons de neige sont translucides, car ils sont constitués de cristaux de glace. Ces cristaux réfléchissent la lumière. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, la neige vous paraît blanche. La neige grise et la neige noire existent également. Et je ne parle pas de la neige fondue mélangée à de la terre près des routes. Je parle de celle qui est créée avec de la poussière volcanique, ou encore avec de la suie, des cendres ou des gaz d'échappement. Ce type de neige est sale. Elle peut avoir une odeur poussiéreuse ou huileuse. Si sa couleur provient de produits pétrochimiques, elle est probablement toxique. Il y a aussi la neige pastèque. Ce nom lui vient de sa couleur rouge et verte. Contrairement aux autres versions colorées, elle a un parfum sucré et fruité. Différents types d'algues et de bactéries sont à l'origine de la neige pastèque. Mais il faut avoir de la chance pour en voir, car elle n'apparaît l'été que dans les régions alpines et sur les côtes polaires. Le vert est dû à la chlorophylle et le rouge à l'astaxanthine. Il s'agit d'une sorte de pigment. Fait amusant, certains animaux, comme les flamants roses, les crabes et les saumons, tirent également leur couleur de ce pigment. Ce phénomène est très important d'un point de vue écologique. Lorsque la neige fond, elle se mélange aux eaux et devient une source de nourriture pour les êtres vivants. La neige peut se présenter sous différentes couleurs, mais aussi sous différentes formes. Les rouleaux de neige en sont un exemple. Pour moi, c'est comme si quelqu'un traînait une cuillère à glace sur le sol. C'est un phénomène rare. Il faut certaines conditions pour qu'il apparaisse. Il doit y avoir du vent, mais pas trop. En général, 50 km/h suffisent, mais cela dépend aussi de la neige. Il faut qu'il neige, et la puissance des chutes de neige est une autre question. Les rouleaux de neige apparaissent dans les prairies ou sur les pentes des collines où il n'y a ni rochers ni arbres. Ils sont constitués de 2 couches de neige distinctes. La première est la couche préexistante qui s'est tassée sur le sol. La seconde est une couche fraîche. Imaginez de la neige qui ruissellerait d'une patinoire sans pouvoir s'accrocher à sa surface. Le vent transporte ensuite une neige suffisamment collante pour adhérer à ce qui se trouve sur son chemin. Au fur et à mesure que le rouleau avance, il grossit. Il faut bien sûr du vent et que le sol soit en pente. J'aimerais maintenant aborder d'autres faits intéressants sur la neige. Par exemple, son silence. Avez-vous remarqué que la neige fraîchement tombée absorbe les bruits? Surtout si vous vivez dans une ville animée, vous vous rendrez compte que l'ambiance est plus calme. Elle absorbe les ondes sonores.
C'est comme une technologie d'absorption du bruit. Mais tout change lorsqu'elles fond, puis regèlent. La glace, elle, réverbère les ondes sonores. Le son se propage alors plus loin, et il est plus net. Nous ne sommes pas les seuls à apprécier la neige. Apparemment, certaines espèces de singes en raffolent aussi. Les macaques japonais, ou singes des neiges, font aussi des boules de neige pour s'amuser. Les jeunes macaques sont particulièrement attirés par la neige. Ils se volent mutuellement leurs boules de neige, puis se battent pour les récupérer. Neige, blizzard, quoi d'autre? Je peux compter quelques mots liés à la neige, mais les Inuits, par exemple, en ont des dizaines. Et l'Écossais compte 421 termes associés à la neige. Par exemple, skelf est un gros flocon de neige et unbrack signifie le début du dégel. D'un côté, il y a le froid et le risque d'hypothermie. De l'autre, les terriers d'animaux et les igloos humains. Nous associons la neige au froid, mais elle peut nous réchauffer. Comme la neige est composée à plus de 90% d'air piégé, c'est un excellent isolant. Nous avons parlé de la neige elle-même, mais qu'en est-il des flocons? La forme d'un flocon est liée à la température de l'air. Des chercheurs ont examiné des flocons de neige et ont découvert que les cristaux de glace longs et fins, comme des aiguilles, se forment à environ 2 degrés Celsius. Ils ont examiné d'autres échantillons de cristaux prélevés à différentes températures. Les flocons sont plats comme des assiettes à des températures basses, environ moins 5 degrés Celsius. Les flocons peuvent également présenter 6 branches ou une structure dendritique. Ça dépend aussi des changements de température de l'air environnant. Vous avez peut-être entendu dire qu'il n'existe pas 2 flocons de neige identiques. Un catalogue de flocons de neige confirme cette théorie. Un professeur de chimie a détecté plus de 30 types de flocons différents. Ils sont classés comme suit, en colonnes, plats, annelés, irréguliers, etc. La raison de cette grande variété est le chemin que chaque flocon emprunte pour tomber sur Terre. Ils sont tous confrontés à des conditions atmosphériques légèrement différentes. Ils ont toujours 6 côtés, c'est certain. En 1988, un scientifique a trouvé 2 flocons de neige identiques. Merveilleux. La neige est également présente dans les déserts. Je sais que cela semble très contradictoire. Nous sommes habitués à penser au sable chaud, aux cactus et au néant quand on parle de désert. Dans la vallée de la mort ou le Sahara, on voit parfois de la neige. En fait, en janvier 2022, certaines parties du désert du Sahara ont été recouvertes d'une couverture blanche. Il est peu probable que cela se produise souvent, mais ce n'est pas du tout impossible. En effet, certaines nuits, les températures dans le désert sont très basses. La neige a besoin de 2 choses pour se former, des températures froides et de l'air humide. Le phénomène est donc plutôt rare. Un bonus. Quel est le record du plus haut bonhomme de neige? En 2008, les habitants de la ville de Bethal, aux États-Unis, ont joint leurs forces à celles des habitants des villes voisines pour battre le record du monde. Leur bonhomme de neige mesurait 37 mètres de haut. Il leur a fallu plus d'1 mois pour le réaliser. La Statue de la Liberté ne mesure que quelques centimètres de plus. Lorsque nous voyons une forte tempête de neige, nous parlons de blizzard. Mais ce n'est pas toujours exact. En effet, une tempête de neige doit remplir certaines conditions pour être qualifiée de blizzard. Par exemple, le vent doit souffler à au moins 55 km/h. De plus, la neige doit réduire la visibilité pendant au moins 3 heures. Sans ça, on parlera plutôt de tempête à bourrasque ou à rafale de neige. Par une nuit d'hiver enneigée, tu es dans ta maison douillette et tu regardes un film historique qui se déroule au Moyen-Âge. En buvant une nouvelle gorgée de ton chocolat chaud, tu ne peux t'empêcher de te demander comment les gens survivaient à l'hiver à cette époque. À ce moment précis, l'écran de ton téléviseur se transforme soudain en portail et t'entraîne à l'intérieur. Ah! Tu ouvres les yeux et tu te retrouves justement dans le monde du film que tu étais en train de regarder. Un homme s'approche de toi et te dit « Bienvenue dans mon village médiéval. Je m'appelle Bartholomé et je t'ai fait venir ici pour pouvoir répondre à ta question. » Tout d'abord, laisse-moi te dire qu'en effet, les conditions sont extrêmement rudes lorsque le froid arrive, et pas seulement pour les pays du Nord. L'Europe continentale n'est pas épargnée par les intempéries.
L'hiver constitue donc en quelque sorte une période de ralentissement pour chacun d'entre nous. En effet, nous associons généralement l'hiver à la vieillesse et à la pauvreté en raison de tous les changements qui se produisent dans la nature pendant cette période. Par exemple, nous ne pouvons plus vraiment cultiver lorsque la neige recouvre toutes nos terres. Au début du XIVe siècle, les choses ont commencé à empirer, car nous avons commencé à avoir les premiers signes de ce que vous connaissez peut-être sous le nom de petit âge glaciaire. Les températures froides ont atteint des sommets, des anomalies météorologiques et des événements extrêmes tels que des inondations soudaines ou des tempêtes de grêle ont commencé à se produire, ce qui a aggravé notre souffrance. Par exemple, prenons l'hiver 1359. Dans tout le centre de l'Italie, la neige a atteint des hauteurs extraordinaires. Les gens devaient jeter la neige dans les rues pour dégager leurs toits, ce qui a entraîné le blocage complet de certaines villes. Les habitants sont restés coincés chez eux pendant plusieurs jours. L'hiver 1389 est un autre exemple. Les chutes de neige ont été si importantes en Lozère que beaucoup de fermes et de maisons ont été détruites. Bartholomé remarque que tu commences à trembler. Ah, tu n'étais pas préparé pour ce voyage vers les hivers médiévaux, je vois. Marchons jusqu'à ma maison et trouvons des vêtements plus chauds. Comme tu peux le constater, je porte déjà une cape, une écharpe et des moufles en laine. J'ai aussi des bottes en cuir de cerf. Mais tout cela ne suffit pas pour rester au chaud quand on est dehors. C'est pourquoi nous portons généralement d'autres vêtements en dessous pour garder la chaleur emprisonnée. Il faut savoir que la laine peut parfois être lourde et provoquer des démangeaisons. C'est pourquoi, sous nos vêtements de laine, nous mettons aussi des sous-vêtements en lin. Le lin agit comme une barrière entre la laine et la peau, ce qui rend les choses un peu plus confortables pour nous. Il est également plus facile de laver les vêtements en lin et ils sèchent beaucoup plus vite que les vêtements en laine. Les plus riches peuvent garnir leurs vêtements d'hiver de fourrure. Et nous, paysans, utilisons parfois le lapin et l'agneau dans le même but. Nous pouvons également chasser certains animaux sauvages et oiseaux avec la permission du Seigneur. Encore une fois, les lois somptuaires, c'est-à-dire les lois sur la consommation, sont très claires sur qui peut porter quoi en fonction de son rang social. Prenons par exemple la loi somptuaire anglaise de 1363. Elle stipule que les épouses et les filles des artisans et des paysans propriétaires de terre ne pouvaient porter que des fourrures d'agneau, de lapin, de chat et de renard. Tu remarques dans la poche de Bartholomé une sphère métallique à charnière d'aspect bizarre, et tu lui demandes ce que c'est. « C'est un chauffe-main », répond-il en te le donnant. « Si nous devons rester longtemps à l'extérieur, nous en emportons un. Sinon, les doigts peuvent s'engourdir, tu sais. Maintenant, regarde-le de plus près, et tu verras qu'il y a de petits trous sur sa surface. Cela permet à la chaleur de s'échapper et de réchauffer nos mains sans les brûler une fois qu'on a rempli le charbon chaud. C'est un peu lourd, dis-tu en pensant à la chance que tu as de vivre à l'époque moderne. D'un simple clic, depuis le confort de ton foyer, tu peux commander des chauffe-mains instantanés Hot Hands sur Amazon. Et pas besoin de charbon. Tu peux même les mettre dans tes chaussettes pour te réchauffer les orteils, puisqu'elles sont de la taille d'une poche, contrairement à cette orbe de métal. Bartholomé et toi arrivez chez lui. Tu réalises qu'il n'enlève aucun de ses vêtements de dessus. Nous gardons tout pendant les mois les plus froids, parce que le chauffage intérieur n'est pas franchement terrible, explique-t-il. Comme tu peux le voir, la cheminée se trouve ici au centre de nos maisons. Et juste au-dessus, il y a un trou d'aération, plutôt qu'une cheminée, ce qui nous fait perdre une grande partie de la chaleur. Pourtant, nous n'avons pas l'habitude de dormir dans nos vêtements d'extérieur. Nous mettons des briques et des pierres dans le feu, nous les enveloppons dans du tissu et nous les plaçons dans nos lits pour réchauffer les draps. Porter nos bonnets de nuit lorsque l'on dort est également utile, et lorsque nous ne dormons pas, nous essayons de rester le plus près possible de la cheminée. Tu apprécies vraiment plus ta bouillotte maintenant, n'est-ce pas?
Et tu n'as même pas eu besoin de la recouvrir d'un tissu, comme ces gens doivent le faire. Elle était déjà livrée avec une housse en tricot pour plus de facilité. Et le mieux, c'est qu'elle est beaucoup plus douce qu'une brique et qu'elle peut être chauffée au micro-ondes en quelques secondes. Quelle impolitesse de ma part! J'ai oublié de te proposer quelque chose à manger, dit Bartholomé. Je sais que je t'ai déjà dit que l'hiver est synonyme de repos pour nous, mais nous devons quand même travailler un peu pour ne pas mourir de faim. Il y a beaucoup de préparations à faire à l'avance pour survivre à ces hivers médiévaux. Tout d'abord, nous commençons à ramasser du bois pour le feu dès le printemps et tout au long de l'été. Ensuite, il y a la nourriture que nous récoltons à l'automne. Nous devons la conserver d'une manière spéciale pour qu'elle résiste au mois d'hiver. Il en va de même pour la viande. Les méthodes utilisées sont le marinage, le séchage et le saumurage. En ce qui concerne les grains, les céréales et les légumineuses, nous les séchons et les conservons dans des pots en céramique ou en argile. Nous les utilisons ensuite pour préparer des ragoûts et des soupes, en plus des légumes. En fait, tout ce que nous trouvons va dans la marmite. Les aliments les plus courants que nous consommons au quotidien sont les oignons, les pois, les haricots, les lentilles et les herbes comme le persil. Nous devons toutefois inclure des protéines dans notre alimentation. Pour ce faire, nous mangeons du fromage, des œufs, du bacon gras ou de la viande de porc salée. Quant aux fruits et baies frais, ils sont difficiles à trouver en hiver. Nous conservons donc ceux que nous avons déjà cueillis en les séchant à l'air libre. Tu te dis que si ces gens avaient un séchoir à aliments chez eux, leur vie serait tellement plus facile. Ils pourraient s'en servir pour tous les aliments que Bartholomé vient de mentionner, des fruits à la viande. Mais il n'y a pas d'électricité ici. Je ne voudrais pas que tu penses que les hivers sont si sinistres, longs et ennuyeux après tout ce que je t'ai raconté. Nous avons plein d'activités pour nous divertir, explique Bartholomé. Mais quoi, par exemple? Ce n'est pas comme s'ils pouvaient regarder leur série télévisée préférée pendant des heures. Nous jouons beaucoup dans la neige, adultes et enfants, tous ensemble. On voit beaucoup de paysans faire du patin à glace sur les lacs gelés. Pour cela, nous utilisons des morceaux de bois polis ou des tibias de cheval. Mais aujourd'hui, nous avons plein de patins en fer. Je dois cependant préciser qu'en Europe occidentale, le patinage sur glace n'est pas aussi courant qu'en Scandinavie. C'est parce qu'ils sont plus habitués à la neige et aux températures froides. La luge est une autre activité amusante que nous pratiquons. Il y a aussi les jeux d'intérieur, comme les échecs, le backgammon et d'autres jeux de dés. Filer la laine et raconter des histoires sont également des moyens courants de passer du bon temps en famille. Il n'est pas surprenant que les nobles aient plus d'opportunités dans le domaine du divertissement. Par exemple, la chasse au sanglier est très répandue parmi l'élite. À ce moment-là, un portail apparaît à la porte. Bartholomé dit « Hé, je crois qu'il est temps pour toi de rentrer à la maison, voyageur. Bonne chance !»